Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le potentiel des fintechs pour l'inclusion financière en Afrique. Je suis Anouche Bozelg, l'éditrice du portail FinTech francophone, la plateforme indépendante de connaissances du SingApp. La fintech a les moyens de faire progresser l'inclusion financière en offrant aux clients des moyens rapides, pratiques et abordables d'utiliser les services financiers. Elle inclut des clients traditionnellement non desservis grâce à des innovations telles que le mobile money ou encore les paiements numériques. Toutefois, l'utilisation de la fintech comporte également des risques, notamment liés à la confidentialité des données, à la protection du consommateur et à la cybersécurité. Dans ce webinaire, 4 experts de la fintech et de la finance inclusive partageront leçons et enseignements sur les manières d'utiliser la fintech comme catalyseur de l'inclusion financière tout en prévenant les risques associés. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques petits rappels techniques. Il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones des participants resteront muets pendant toute la durée du webinaire. Mais vous êtes invités à participer en posant vos questions à tout moment dans le chat. N'oubliez pas de préciser à quel panéliste vous adressez votre question et nous répondrons aux questions à la fin du webinaire. Pour être sûr que tout le monde voit votre question, sélectionnez tout le monde dans le menu déroulant lors de l'envoi de la question. Et enfin, l'enregistrement du webinaire ainsi que les slides vous seront envoyés par email, donc d'ici 48 heures. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Bert, qui est directrice associée pour Microsafe Consulting, Gisèle Kenindoy, directrice de l'inclusion financière à la BCEAO, Sébastien Peter, cofondateur et directeur général de Visual Money, et enfin Stéphane Yénéa, directeur de la politique publique chez Wave Côte d'Ivoire. Donc, concernant le déroulé du webinaire, nos 4 intervenants partageront leurs enseignements et expériences sur les fintechs en Afrique, puis nous terminerons ce webinaire par une session de questions et réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Bert de Microsafe Consulting. Donc, Elisabeth, c'est à vous. Okay. Merci, Anouche. Microsafe est un cabinet de conseil avec une expertise dans l'inclusion financière, sociale et économique. Notre bureau en Afrique francophone est basé à Dakar. Et MSC a mené plusieurs études sur les contraintes et les opportunités liées aux services financiers digitaux, l'inclusion financière pour les fintechs. L'innovation technologique a fait des percées majeures dans les services financiers. Les fintechs peuvent contribuer à une meilleure contribution des comptes de transaction, des produits de paiement et rendre accessible de manière omniprésente avec une expérience utilisateur et une sensibilisation améliorée. Elles peuvent rendre les services plus efficaces et réduire les barrières sur l'entrée de le marché. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur des piliers clés de l'écosystème, l'accès au talent, la collaboration, le cadre politique et réglementaire et l'accès au capital. Je vais donner quelques recommandations clés pour orienter les prochaines étapes du développement de l'inclusion financière à travers le prisme des fintechs avant que les autres panélistes parlent de ces éléments plus en profondeur. Suivant. On peut remarquer que la plupart des fintechs, donc 41,5%, exercent dans le domaine d'agrégation de paiement et de transfert d'argent, surtout en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Ensuite, on voit les métiers des banques, les services de core banking system, services financiers, financement et l'assurance. À peu près 17% exercent plus d'un métier en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Est et Afrique centrale, c'est à 30%. Les startups en Afrique francophone sont pour la plupart des fintechs ayant une approche marketing équitablement centrée de B2B et B2C et sont majoritairement des micro-entreprises avec moins de 50 employés. Suivant. Quels sont les principaux défis? Donc, beaucoup de fintechs n'ont pas encore atteint la maturité. Les startups peuvent manquer des compétences et d'expérience, des processus, des structures commerciales pour gérer la croissance de leur entreprise. Un mentorat solide a été et continuera à être
essentiel pour stimuler l'innovation, car les investisseurs déplorent de voir trop de services qui copient l'existence. Et cela nous ramène à l'éducation. L'esprit d'entreprise et les compétences en gestion ne sont pas suffisamment enseignées à l'école. Avec une population de jeunes de plus en plus importante, nous devons les doter des compétences appropriées. Et cela vaut également pour les entrepreneurs. Ils ont du temps et des fonds limités, et donc on a besoin d'aider avec des outils et des services abordables pour mieux les équiper. Suivant. Dans le système de soutien des écosystèmes, nous avons assisté à une prolifération des pôles technologiques, d'incubateurs, d'accélérateurs qui ont été utilisés comme mécanisme pour engager la communauté des startups à essayer de nouvelles idées. Il y a un nom convenable des facilitateurs. Nous avons vu sur le diapo précédent qu'il y a un manque de mentors expérimentés dans les secteurs de FinTech. Le manque de financement des incubateurs les oblige de vendre des sièges à défaut de l'apprentissage. Parfois, on trouve que les contenus sont plus développés pour les entreprises que pour dans le contexte de l'environnement des startups. Et la création des réseaux de collaboration entre les incubateurs à travers les pays est essentiel pour nourrir les talents transdisciplinaires et en particulier dans les endroits où les universités manquent. Suivant. Comment positionner ces FinTech pour le succès? Donc, quelques recommandations autour des incubateurs et pour le mentorat. Il faut, par exemple, créer des fonds d'investissement pour renforcer les incubateurs locaux par une approche de formation de formateurs. Il faut lancer l'investissement pour introduire les incubateurs et les accélérateurs en dehors des capitales. Côté culture entrepreneuriale, il faut remettre des exemples de réussite, surtout par les Africains, pour aider les jeunes à découvrir et approfondir leurs compétences et promouvoir l'enseignement STEM, en particulier auprès des femmes. Et pour assister les FinTech à bâtir les équipes compétentes, il faut créer un environnement équitable, favorable à l'esprit d'entreprise en promouvant la sensibilisation de l'esprit d'entreprise dans les écoles, les universités, les centres de formation et donner des cours à faible coût pour les compétences commerciales et créer des incitations pour accroître les participations des entreprises aux incubateurs. Suivant. La collaboration peut être mutuellement bénéfique. Les startups ont accès à des nouveaux marchés des capitaux, tandis que les fournisseurs traditionnels développent des capacités innovantes et un avantage concurrentiel. Outre les fusions, les acquisitions traditionnelles et le capital risque, cette collaboration entre les acteurs du secteur privé peut prendre la forme des incubateurs, des accélérateurs, des laboratoires d'innovation et des bacs à sable dirigés par l'industrie. Donc, on a vu l'exemple EcoBank a ouvert leur bac à sable. Et les bacs à sable dirigés par l'industrie fournissent un environnement pour les tests d'expérimentation hors marché, ainsi qu'un environnement de développement avec les outils, des données partagées comme des API et des plateformes collaboratives. Les incubateurs et les startups en phase de démarrage affiner leurs idées et leurs modèles commerciaux et les orienter vers un déploiement sur le marché. Les accélérateurs fonctionnent généralement avec les concepts et les startups plus matures, contribuent à certains investissements de démarrage, à d'autres supports pour accélérer la croissance et faire avancer la maturité. Dans les services de soutien, les programmes de démarrage et les espaces de coworking sont généralement des communautés collaboratives et coopératives qui favorisent le renforcement des capacités, une créativité et une croissance accrue et peuvent parfois comprendre des partenariats publics-privés. Suivant. Donc, quelques recommandations autour de collaboration des partenariats. Créer des fonds d'assistance technique en partenariat avec des experts en BDS, les services de développement pour les entreprises, pour travailler avec les incubateurs afin de renforcer leurs compétences.
encourager les entreprises de télécommunications à faciliter les accès aux API et l'interopérabilité avec d'autres systèmes, encourager les banques à utiliser l'API pour Open Banking avec le soutien de la BCAO pour exposer une série de données aux fournisseurs de solutions de services financiers tierces. Côté formalisation, il faut s'appuyer sur les incubateurs pour expliquer les mérites de la formalisation et créer les incitations pour formaliser les relations de travail avec le secteur privé afin de réduire les coûts pour les startups enregistrées. Et finalement, les fintechs doivent s'aligner sur les priorités commerciales des entreprises partenariats pour approfondir leur compréhension des besoins locaux pour pouvoir exprimer leurs valeurs. Suivant. On voit un retard dans l'avancement des fintechs dans le climat d'affaires et des faiblesses des cadres juridiques, mais on observe des progrès. Du point de vue des fintechs, il y a un manque de clarté dans les réglementations des protections. Une partie de la population n'a toujours pas une carte d'identité nationale. Les réglementations ne sont pas propices, par exemple, pour le crédit numérique. Et il y a un manque de sensibilisation aux incitations existantes pour les fintechs. Et pour l'inclusion financière, comme les IMF ne peuvent pas émettre la monnaie électronique, ça limite la capacité des fintechs à former des partenariats pour atteindre les populations rurales. Et reconnaissant de l'innovation des entreprises, que ce soit au cœur de la croissance économique, les gouvernements africains renforcent leur engagement. Donc, par exemple, le BCL a mis en place un bureau d'innovation et le Côte d'Ivoire et le Bénin sont aussi également en réflexion dans la zone euro. Et nous attendons toujours avec impatience le début de l'interopérabilité. Suivant. Quelques recommandations pour cet environnement, adapter et prioriser le déploiement des cartes d'identité nationales, créer une licence et un test d'innovation pour les tests sans l'ensemble des exigences réglementaires, créer une fiche d'information à la réglementation à l'intention des fintechs, et mettre en place un groupe de travail pour les services financiers pour les parties prenantes, au sein duquel ils examineront leurs difficultés et des solutions potentielles pour élaborer une feuille de route pour progresser sur les questions identifiées. Suivant. Côté financement, par rapport à 2020, les activités en 2021 ont doublé. On voit que le FinTech représente 63% des investissements. Avant 2021, on n'avait que 8 mégatoires, mais l'année dernière, on avait 14 mégatoires, donc les investissements supérieurs à 100 millions en équité. Il y a le Sénégal qui est dans le top 5. Tous les autres, c'est en dehors des zones francophones. Et comme je ne veux pas voler la vedette à Wave, je vais leur laisser parler de leur expérience. Donc, la taille du marché joue un rôle important pour les investisseurs. Parce que le modèle d'affaires doit être validé et il faut voir comment toucher d'autres pays parce que nos marchés ne sont pas très grands. Suivante. Quelques recommandations. Créer des fonds de garantie pour faciliter l'accès aux prêts, pour faire mise en œuvre les plans d'affaires plus crédibles, mener des campagnes d'information sur les programmes de financement, aider les fintechs à accéder à des capitaux internationaux pour accélérer l'écosystème des startups. Suivant. OK. Juste pour vous, pour mieux savoir, nous avons une carte interactive et collaboratif avec les fintechs francophones qu'on a fait ensemble avec Deloitte et Afrique francophone. Donc, il y a plus de 250 fintechs à travers de 20 pays. Et vous pouvez trouver ça sur www.lafinancedigital.com. Et je vous invite pour mieux explorer et mieux connaître cet écosystème vibrant. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Elisabeth Berthe, pour cette présentation donc, sur la cartographie des fintechs en Afrique. C'est maintenant au tour de Madame Gisèle Kening-Doy de la BCEAO. Donc, Madame Doy va nous présenter le Bureau de connaissance et de suivi des fintechs. Madame Doy, on vous écoute.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ma présentation de cet après-midi porte principalement sur 3 points. D'abord, la vision de la BCEAO pour accompagner l'innovation financière, suivi de la mission et des activités du Bureau de connaissance et de suivi des FinTech, et enfin, des perspectives réglementaires. Next. Donc, je pense que comme tous les régulateurs du monde aujourd'hui, la Banque centrale s'est saisie de la question de l'innovation financière. Je pense également suite au développement de la monnaie électronique dans l'UEMOA, mais également à l'apparition de nouveaux acteurs tels que les FinTech. Nous le disons souvent, nous sommes l'une des premières banques centrales à permettre aux acteurs non bancaires d'émettre la monnaie électronique depuis 2006. L'instruction de 2006, suivie de sa révision en 2015, ce qui a renforcé le nombre d'initiatives dans l'UEMOA, qui est à 40 aujourd'hui, et beaucoup de FinTech tels que Wave aujourd'hui ont eu l'agrément pour émettre la monnaie électronique. Et donc, sur cette lancée, nous avons trouvé important de mettre en place, donc en 2020, créer un comité FinTech pour mettre en œuvre la vision de la Banque centrale pour l'innovation financière. Et ce comité FinTech a mis en place un bureau de connaissance et de suivi des FinTech en fin novembre 2021. Ça, c'était juste la formalisation, mais nous avons commencé à recevoir les FinTech depuis 2019 et à échanger avec ces sociétés pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs préoccupations en vue d'un meilleur encadrement de ce secteur. Donc, en termes d'organisation et de fonctionnement du bureau, nous avons le comité FinTech avec une unité FinTech qui assure son secrétariat. Pour le moment, nous avons le bureau qui est logé au sein de la direction de l'inclusion financière, qui est en charge de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'éducation financière, d'inclusion financière, et qui a également pour mission de promouvoir et de développer l'accès aux services financiers et de suivre les évolutions technologiques en matière de services financiers et promouvoir les activités de monnaie électronique. Next. Je pense que je suis déjà sur la 5e, the next one. Et donc, ce bureau a pour mission d'organiser les échanges entre le régulateur et l'industrie des FinTech. Et donc, ce bureau reçoit les demandes des différents acteurs pour analyser les projets innovants proposés et leur impact sur l'inclusion et la stabilité financière, ainsi que sur la réglementation. Nous recueillons également et nous traitons toute demande d'information ou d'entretien avec les régulateurs parce que pour nous, il est important de maintenir cet échange entre le régulateur et le secteur. Et donc, nous sommes sollicités, que ce soit pour des demandes d'entretien, que ce soit pour l'analyse d'un projet, mais également, nous sommes sollicités pour orienter certaines FinTech vers le cadre juridique le plus approprié ou vers le laboratoire d'innovation financière qui sera mis en place plus tard. Nous avons également procédé à un recensement des FinTech dans l'UEMOA. Next. Donc, au titre de ce recensement, nous avons pu collecter des informations sur 180 FinTech qui sont dans l'UEMOA. Et quand vous regardez, et la majorité de ces FinTech sont dans le secteur des paiements. Et nous avons identifié 3 activités principales de ces FinTech. Donc, 72% sont des fournisseurs de plateformes, 15% sont des intégrateurs de systèmes d'information et 13% agrégateurs de comptes. Donc, vous voyez sur le document les différentes activités mises en œuvre par ces FinTech, que ce soit au niveau de l'assistance au secteur bancaire. Certains sont sur le financement participatif, d'autres la compensation des flux de transactions, le processing, l'intermédiation, etc. Next. Donc, dans le cadre proprement dit des activités du bureau, nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des demandes d'entretien, des demandes d'information et des demandes d'avis sur un projet. Donc, ces demandes sont directement adressées au bureau avec une adresse email dédiée. Next.
À ce jour, les caractéristiques des demandes que nous avons traitées dans le bureau devraient répondre aux objectifs d'inclusion financière, d'éducation et de stabilité financière. Donc, quand nous regardons les dossiers, nous mettons en exergue ces objectifs, donc l'inclusion financière, l'éducation financière et la stabilité financière. Nous regardons également si ce sont des offres innovantes dans le secteur des services financiers et est-ce que ces services sont fournis aux consommateurs des services financiers. Est-ce que ces services sont de qualité? Est-ce que ces services sont à moins de coût? Est-ce que ces services sont sécurisés et est-ce que ce sont de nouveaux services ou améliorés? Nous évaluons également si ce sont des services qui facilitent l'automatisation d'une chaîne de processus et qui apportent de la valeur ajoutée à certaines caractéristiques, notamment sur l'infrastructure du marché, le système de paiement, la supervision et la surveillance. Next. Donc, juste ici, vous faire un point sur le bilan de nos rencontres avec les FinTech. Nous avons reçu 60 demandes des promoteurs de FinTech et sur ces, nous avons satisfait quand même, nous pensons à la demande d'entretien. À toutes les demandes d'entretien, nous essayons de rencontrer ces FinTech au plus tard dans les 2 semaines. Nous avons reçu 42 demandes d'information, également satisfaites. Nous avons fait des réponses dans la semaine pour ces demandes, à moins que ce soit des produits très sophistiqués et qui ne sont pas peut-être réglementés dans la zone. Nous prenons quand même le temps de donner les réponses idoines aux promoteurs pour lui permettre peut-être de se repositionner sur le marché ou de voir comment mettre en place des services conformes. Nous avons fait aussi reçu 18 demandes d'entretien qui ont été satisfaites. Donc, pour les dossiers que nous avons reçus au titre des dossiers d'information, la plupart des FinTech qui viennent chez nous, certaines ont déjà une activité conforme. Next slide, s'il vous plaît. Donc, certaines FinTech ont déjà une activité conforme et l'ont lancée sans savoir que c'est une activité qui est encadrée par la Banque centrale. Et donc, lorsqu'elles viennent chez nous, nous positionnons comme conseil pour leur indiquer la meilleure manière de devenir conforme et de demander l'agrément qui sied à la Banque centrale. D'autres viennent juste pour des demandes d'informations sur le cadre réglementaire et la plupart de ces demandes portent sur le cadre réglementaire de la microfinance, de la banque, de la monnaie électronique, mais également sur les relations financières avec l'extérieur. Est-ce que ces FinTech ont le droit de mettre en place des activités hors de l'UEMOA, etc. Et nous avons même eu des demandes qui portent sur l'affacturage aujourd'hui, qui ne peut pas être mise en œuvre par une FinTech, mais par des banques. Mais nous, dans notre rôle d'accompagnement, nous leur demandons la plupart de trouver des partenariats avec ces institutions habilitées pour pouvoir peut-être au début commencer l'activité et plus tard, après avoir eu l'expertise, mais également les fonds, de lancer l'activité elle-même. Nous tenons également des séances de travail avec les promoteurs. Nous avons reçu des FinTech qui ont des activités non réglementées. Je ne dirai pas les noms de ces activités, mais nous leur demandons fortement de cesser l'activité, mais également de voir comment aller en partenariat avec les banques. Parfois, nous recevons également des projets qui sont non éligibles pour le secteur financier et qui portent sur d'autres domaines de l'activité économique. Et donc, nous demandons à ces FinTech nous les orientons vers les États qui ont mis en place des hubs d'innovation pour ce type de service. Next. Donc, pour le bureau, aujourd'hui, le bureau est là, il est ouvert, il reçoit toutes ces demandes. Comme je l'ai dit au début, l'objectif, c'est de permettre cet échange permanent entre la banque, le régulateur et le marché. Parfois, parce que les gens peut-être ne comprennent pas
la réglementation et n'arrivent pas à mettre en place des services innovants. Et pour nous, il est important d'échanger avec eux et de les accompagner et de se positionner comme conseil. Je pense que pour nous, au sein de la Banque centrale, la suite, c'est lorsque nous aurons trouvé des projets assez innovants. Nous avons en cours la mise en place d'un laboratoire d'innovation financière qu'on va appeler LIF, ou comme vous le connaissez sur le marché, les sandbox réglementaires. Ce sera mis en place et ça permettra à ces fintechs de venir tester leurs produits dans un environnement sécurisé auprès du régulateur, ce qui nous permettra d'une part de valider les projets qui sont conformes et d'autre part de faire évoluer la réglementation sur la base de cette connaissance. C'est vrai, le bureau reçoit, le bureau écoute et le bureau également se positionne pour faire des propositions d'amélioration de la réglementation. Vous allez nous dire que la technologie avance plus rapidement que la réglementation, c'est vrai, mais pour nous, il est important de comprendre d'abord ces produits qui sont devenus de plus en plus sophistiqués avant de faire la réglementation. Nous le faisons, nous sommes très lents, comme tout le monde le dit, mais nous voulons le faire avec assurance, nous assurer également que nous donnons des agréments à ces fintechs et que, que les produits qui seront mis sur le marché sont des produits sécurisés et que ces produits visent également la protection du consommateur. Next slide, il me reste juste quelques slides pour finaliser. Nous avons en cours la construction d'un site Internet. Vous voyez le lien, l'adresse email du bureau affichée. Nous avons également le registre des fintechs. Aujourd'hui, nous en sommes à 180 qui sont enregistrés. Et donc, ça veut dire déjà, nous avons une base de données et dès que les travaux du Sandbox seront lancés, nous pourrons aller vers ces fintechs et les informer sur la conduite à tenir et les modalités d'accès à ce Sandbox. Et nous poursuivons nos rencontres périodiques. L'année dernière, nous avons tenu un atelier avec les fintechs. Si le besoin se sent, nous organiserons un autre atelier cette année. Next slide. Et enfin, en termes de perspectives réglementaires pour l'encadrement, les travaux sont en cours parce que nous avons en cours la révision des lois bancaires et des lois de la microfinance. Et donc, nous allons intégrer dans ces nouvelles lois les innovations et tous les aspects de l'inclusion financière. Et de ces lois découleront des textes d'application, notamment un texte relatif aux activités des fintechs. Nous sommes en train de réviser également l'instruction sur la monnaie électronique qui va également prendre en compte l'évolution du marché, donc l'évolution technologique du marché. Avec donc le nouveau texte prendra en compte également les fintechs et les agrégateurs. Avec la nouvelle loi bancaire, nous aurons un texte sur le financement participatif au crowdfunding. Et enfin, nous sommes en train de développer des outils pour pouvoir encadrer tout cela dans le cadre du laboratoire d'innovation financière, mais également des cadres qui sont mis en place pour la surveillance des activités et la supervision des acteurs. Je pense que, en tout cas, voilà présenter la vision de la Banque centrale pour accompagner l'innovation des fintechs, les activités du bureau de connaissance et de suivi des fintechs, mais également les perspectives réglementaires. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Doy pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, petit rappel, n'hésitez pas à les poser dans le chat en précisant bien à quel panéliste vous vous adressez. Donc, nous allons maintenant laisser la parole à Sébastien Vetter de Wizall Money. Donc, ce dernier va nous faire un retour d'expérience de cette fintech inclusive. Sébastien, c'est à vous, on vous écoute. Merci Anouche, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce webinaire avec vous pour parler justement du potentiel des fintechs pour l'inclusion financière. Juste en quelques mots, pour moi, il est tout simplement important. Ce potentiel, il y a plein de choses à faire en Afrique. Moi, je vais me concentrer plus sur l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest où nous sommes présents. Juste quelques mots. J'ai créé avec Ken Kakena Wizall Money fin 2015.
à travers une solution au début de digitalisation de bons d'achat en utilisant de la monnaie électronique. Et donc, on a démarré au Sénégal. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que finalement, cette notion de bon d'achat n'était pas très développée en Afrique de l'Ouest. Et comme on utilisait déjà de la monnaie électronique, on a ce qu'on appelle au niveau des startups, on a fait un pivot et on a réorienté notre offre de service vers un porte-monnaie électronique. Donc, Wizall est devenu Wizall Money en 2017 et on a proposé des solutions. Aujourd'hui, nous sommes présents au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Et on a passé plusieurs étapes parce que fin 2018 aussi, on a fait une levée de fonds et ce qui nous a permis de faire entrer des partenaires stratégiques et dont une banque qui est au capital de Wizall Money, donc une banque marocaine, le groupe BCP. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi du coup en étant associé à cette banque, c'est tous les aspects réglementaires. On a un partenaire qui nous accompagne aussi sur ce point-là et on utilise la licence de la banque pour pouvoir opérer et elle peut comme ça nous émettre de la monnaie électronique. On va passer au suivant. Après, le point aussi important, quand vous vous lancez dans une activité, c'est un peu votre positionnement et votre offre. Quand on a démarré en 2015 et qu'on a ensuite basculé au niveau de Wizall Money, le but était de savoir qu'est-ce qu'on va proposer au marché et comment on va le proposer. Il y avait déjà un certain nombre d'opérateurs de mobile money très orientés mass market. Et on s'est dit, soit on va les concurrencer, soit on essaie de trouver un nouveau segment où finalement on peut digitaliser un certain nombre de flux. Et le positionnement de Wizall Money, c'est d'accompagner les ONG, d'accompagner les États, d'accompagner les sociétés privées dans leur digitalisation de tous leurs flux en cash. Le but étant pas d'aller concurrencer des flux bancaires déjà existants, mais bien de dire on est le concurrent du cash et on va essayer de leur faciliter la vie, de leur simplifier leur activité. Et en fait, il y a deux types de flux pour des entreprises, deux types de flux principaux, des ONG. L'État, c'est ce qu'on appelle du disbursement, donc c'est du paiement. Et là, on va faire des paiements de salaire, on va faire des paiements des remboursements de notes de frais, des per diem pour des séminaires. On va payer des bourses étudiantes, des aides sociales. Il y a 2 ans, on payait aussi accompagner les États sur les paiements des fonds Covid, des subventions. Donc, c'est de dire, je peux finalement digitaliser des paiements en utilisant un partenaire. Et ça, qu'on envoie à une personne ou à 100 000 personnes, on met à disposition les outils pour pouvoir le faire. N'étant pas opérateur télécom, on a une solution aussi qui est très universelle, qui est disponible avec n'importe quel numéro de téléphone. Et ça, c'est important aussi pour pouvoir toucher 100% de la population. Et avec des technologies très simples comme du SMS ou avec, on verra tout à l'heure dans le retour d'expérience, des cartes NFC ou une application mobile. Et puis après, il y a d'autres besoins. Les entreprises ont aussi d'autres besoins sur de l'encaissement. Alors, ce qu'on connaît beaucoup dans le mobile money, c'est tout ce qui est encaissement de factures et principalement l'eau et l'électricité. Mais on peut aller aussi plus loin en payant son loyer ou en payant certains fournisseurs. On peut aussi faire de la recharge de cartes carburant, de cartes péage, de cartes cantine avec des corporates. Et puis, on peut aussi, avec certains, faire de la collecte de fonds ou, par exemple, des chauffeurs-livreurs dans leur activité vont distribuer leurs produits dans des magasins, récupèrent du cash et pour éviter tout risque d'agression ou de fraude avec ce cash qui circule, on demande aux chauffeurs-livreurs d'aller déposer l'argent dans un point chez un agent Wizall Money pour que les fonds puissent être disponibles sur le compte de l'entreprise. Donc, on essaie vraiment, encore une fois, de concurrencer au maximum le cash et d'apporter des solutions le plus innovantes possible et le plus faciles à utiliser. Et l'autre point, quand on a lancé aussi l'activité, un point essentiel avec Ken, c'était de dire pour que l'offre fonctionne, il faut que l'offre soit simple. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une offre
à 100% gratuite pour les utilisateurs. En fait, le point il est le suivant, c'est que dans notre offre, on s'est dit quand quelqu'un reçoit un salaire, s'il gagne 50 000 francs CFA, il faut qu'il puisse avoir 50 000 francs CFA sur son compte et retirer 50 000 francs CFA et qu'il n'y ait pas de charge à ce moment-là. Donc, ce que l'on fait, c'est que quand vous avez de l'argent sur votre porte-monnaie électronique, que vous fassiez des retraits, que vous envoyez de l'argent à votre famille, que vous payiez une facture haute, on a tout fait gratuit. Et ce que l'on fait dans notre modèle économique, c'est que du coup, on fait payer les ONG, on fait payer les sociétés privées, on fait payer les États quand c'est le cas. Et c'est à ce moment-là, eux qui payent des frais pour que ça soit bien gratuit pour l'ensemble des bénéficiaires. Et ça, c'est aussi un point essentiel. Si on veut développer des solutions de paiement au niveau de l'ensemble des populations, il faut évidemment que les frais soient le plus bas possible. On va passer à la suivante, Anouche. Et deux retours d'expérience. Le premier au Sénégal avec la laiterie du Berger. La laiterie du Berger, ils collectent du lait et produisent des produits laitiers au Sénégal. Début 2020, on a, donc juste avant le Covid, si on prend un peu les événements de ces dernières années, on a accompagné la laiterie du Berger pour digitaliser le paiement de la collecte de lait auprès des éleveurs peuls. Le but était de dire, ce qui se passait, c'est qu'ils ont un site de production dans le nord du Sénégal, à Richard Toll, et tous les éleveurs venaient tous les 15 jours récupérer finalement l'argent que la laiterie leur devait. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est des mouvements de foule. Et puis surtout, les éleveurs, c'est en famille, on prend le thé, on se pose un petit peu, etc. Et donc, le but, ça a été de dire il faut qu'on arrive à digitaliser, qu'on arrête de manipuler du cash comme ça sur le site de production. Donc, on a démarré avec eux en 2020 et on a fait une première vague de paiement sur des téléphones tout simples. Donc, on envoyait des SMS avec des codes de retrait et les éleveurs allaient retirer l'argent. Et ça a été une première étape dans la digitalisation. Après, quand on parle d'inclusion financière, on va aller un peu plus loin parce que là, finalement, c'est que du transfert. Et on a travaillé au bout d'une année à mettre en place des cartes. Alors, vous voyez la carte sur le côté. C'est une carte NFC, une carte toute simple qui est nominative en fait, et chaque éleveur a une carte avec un numéro qui permet de l'identifier. Et au niveau de la laiterie Berger, c'est les numéros de bidon. Donc, mon bidon 1, c'est moi, Sébastien, qui remet le lait à la laiterie du Berger. Et donc, ça a permis aussi, dans l'inclusion financière, de passer à du 100% transactionnel, à la mise en place d'un porte-monnaie électronique, et que derrière, les éleveurs, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, mais petit à petit, se disent finalement, mon argent est sur cette carte, et je peux utiliser cette carte à tout moment, et donc c'est plus sûr d'avoir de l'argent sur cette carte plutôt que de l'avoir en cash sur moi tout au long de la journée ou du mois. Et on a bien vu dans le comportement des éleveurs qu'au début, évidemment, ils ont tout retiré tout de suite parce qu'il y a un manque de confiance dans la solution et il faut les accompagner. Mais que très vite, avec le temps, finalement, ils utilisent vraiment cette carte comme un porte-monnaie électronique et finalement comme un peu une épargne quelque part pour dire je peux laisser 5 000, je peux laisser 10 000 francs sur la carte si j'en ai besoin. Et l'autre côté très positif de la mise en place de cette digitalisation, c'est que grâce à ça, la laiterie du Berger a pu faire appel à plus d'éleveurs. Donc, aujourd'hui, il y a 400 éleveurs supplémentaires avec qui ils travaillent pour collecter le lait. Et ça s'est fait à 100% grâce à la digitalisation des paiements, puisque quand les paiements étaient en 100% cash, en fait, les éleveurs venaient et le site de production s'arrêtait globalement pendant 2 ou 3 jours. Donc, il y avait un arrêt complet et finalement, de digitaliser l'ensemble des paiements, il n'y a plus d'arrêt de production. Et donc, l'usine peut produire beaucoup plus de produits, donc a besoin de beaucoup plus de lait. Et on va continuer à développer avec eux. Ils devraient passer à 1600, 1800 éleveurs. Et toujours avec cette solution de paiement. Donc, voilà, l'inclusion financière, c'est de passer du cash à du digital et du digital aussi d'améliorer les services pour ces utilisateurs finaux, déjà à travers un porte-monnaie électronique et puis on l'espère bientôt à travers des offres de nano-crédit avec des partenaires. Et puis, Anouche, suivant, on va un autre retour d'expérience.
là au Burkina Faso, on travaille avec un groupe industriel européen qui est basé à Ouaga. Et puis, depuis 2021, en fait, cet industriel, en fait, achète à des GIE de femmes, donc il y a plus de 3000 GIE, leur production de karité. Et évidemment, sans solution de paiement digitaux, ben, c'était encore du cash qui circulait et parfois dans des zones, alors je vais dire aujourd'hui, même très difficiles d'accès et voire sécuritairement assez instables. Et donc, le fait de digitaliser les flux, ça a permis à ce groupe de finalement précommander, en tout cas de pouvoir payer ces GIE de femmes d'un acompte pour qu'elles s'engagent à vendre ensuite la production à cet industriel. Et donc, ça permet aux GIE de femmes d'avoir un peu d'argent avant de démarrer la production. Donc, il y a cette phase de paiement au début de la campagne. Et puis derrière, ben, une fois que la campagne et que la karité est disponible, le paiement global de la production qui est fait là aussi en mobile money. Et là, ce qu'on a fait, comme on fait appel à des GIE, c'est des groupements de femmes, c'est entre 5 et 10 femmes dans chaque GIE. On a mis là aussi en place une carte NFC et on retrouve en fait le GIE derrière cette carte dans le sens où c'est la présidente du GIE qui a la carte et c'est la trésorière qui a le code PIN pour pouvoir faire les retraits. Donc, ce n'est pas une seule et même personne qui peut faire l'ensemble des transactions. Ils se sont regroupés pour que voilà, ça soit vraiment l'ensemble du GIE qui puisse bénéficier des fonds qui vont être mis à disposition, qu'il n'y ait pas après d'autres problèmes dans la gestion et dans la collecte de cet argent. Voilà deux retours d'expérience. Il y en a évidemment plein d'autres et il y en a encore beaucoup à faire dans toute la sous-région pour accompagner au mieux, j'allais dire, l'ensemble des populations et sur l'ensemble du territoire. Merci à vous. Merci Anne. Merci beaucoup Sébastien Vetter. Nous allons maintenant passer à notre dernier panéliste. Donc, il s'agit de Stéphane Yénéa de Wave Mobile Money qui va également nous faire un retour d'expérience. Donc, Stéphane, on vous écoute. OK. Bonjour à tous et merci beaucoup de donner l'opportunité à Wave de pouvoir partager son expérience en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis Stéphane Yénéa, directeur de la politique publique chez Wave Côte d'Ivoire et c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter Wave à ce panel. Déjà, dès la première slide, je voulais présenter un peu ce que Wave est. Donc, Wave, comme peut-être tout le monde le sait, est une entreprise de services financiers digitaux qui a été créée en 2018 et qui a lancé ses activités au Sénégal. Donc, la vision principale de Wave, c'est vraiment d'approfondir et de promouvoir l'inclusion financière sur le continent. Quand on sait, selon certains rapports de la Banque mondiale, que 57% de la population adulte en Afrique est financièrement exclue. Quand on parle d'exclusion financière, on parle d'adultes qui sont soit non bancarisés, soit sous-bancarisés. Et une autre statistique, en fait, qui est très parlante, qui nous fait comprendre que de ces 57% de la population adulte africaine non bancarisée, 2/3 de cette population possèdent des téléphones mobiles. Donc, pour Wave, la voie de référence pour pouvoir promouvoir l'inclusion financière était le téléphone mobile. Et c'est dans cette brèche-là que nous nous sommes insérés en s'installant en Afrique de l'Ouest et au Sénégal particulièrement. Prochaine slide. Donc, arrivé sur le terrain, il y avait plusieurs choses à faire. Il fallait déjà faire un état des lieux. Et le Sénégal avait été choisi comme pays pilote pour pouvoir faire cet état de lieu et de bien comprendre l'écosystème et de savoir qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui était bien fait, qu'est-ce qui était moins bien fait, de façon à ce qu'on puisse proposer une solution de valeur. Donc, ce dont on s'est rendu compte quand nous avons eu des échanges avec les opérateurs économiques qui étaient pour la plupart dans le secteur informel, et qui pouvaient constituer certains facteurs qui étaient les facteurs de réticence à l'utilisation de services financiers digitaux classiques qui étaient déjà sur le marché, c'était que le service était onéreux. Donc, on avait des taux de facturation qui étaient en moyenne de 4%,
qui étaient opérés par les opérateurs de services digitaux issus des télécoms. Donc, ça, déjà, ça constituait un petit blocage par rapport à l'écosystème. Le deuxième point, c'était l'expérience client. Tout le monde sait que l'utilisation du code USSD était la voie de prédilection qui était utilisée pour pouvoir faire des opérations sur le mobile. Donc, il fallait voir dans quelle mesure on pouvait apporter une technologie qui était un peu plus simplifiée pour des acteurs justement qui sont dans le secteur informel et qui sont peut-être sous-alphabétisés. Le troisième point, et c'est un point qui a relevé Madame Berns tout à l'heure quand elle faisait sa présentation, c'était le manque d'intégration. Donc, il n'y avait pas suffisamment de synergie entre les acteurs de l'écosystème. Le mobile money était principalement utilisé pour des services bancaires d'individus. Donc, il fallait voir dans quelle mesure on pouvait créer une synergie entre des opérateurs économiques, donc des entreprises, des commerces, des e-commerce, et puis des personnes qui pouvaient potentiellement utiliser le mobile money pour d'autres activités ou pour d'autres services. Et donc, c'était aussi un des sujets qui nous a préoccupés dans l'analyse de l'état des lieux de l'écosystème financier digital au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Prochaine slide. Donc, Wave est venu avec une solution et cette solution, c'était de pouvoir construire une plateforme qui allait être abordable d'un point de vue tarification et centrée sur l'utilisateur. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons un réseau d'agents de plus de 30 000 agents à travers le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui permettent aux utilisateurs de pouvoir faire des dépôts gratuits et des retraits gratuits. Nous sommes aussi venus avec une proposition de valeur sur la tarification pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus abordable. Donc, nous sommes allés sur le 1% de façon à pouvoir avoir un tarif qui allait inclure financièrement justement ces populations-là qui n'avaient pas l'intention d'utiliser les services financiers digitaux à cause des tarifs. Et ensuite, nous avons fait aussi un focus sur l'application. Donc, c'est une application qui est très centrée client, très centrée utilisateur, qui permet, grâce à la technologie QR, d'avoir une certaine flexibilité, une certaine ergonomie, une certaine facilité à pouvoir faire ces transactions via son téléphone ou via la carte QR qui a été mise à disposition de nos utilisateurs gratuitement. Le dernier point, c'était aussi de pouvoir créer une synergie entre les opérateurs économiques, donc les commerces, et on est venu avec une offre justement du paiement marchand qui aujourd'hui est quelque chose qui marche très bien au Sénégal de par sa facilité d'utilisation et de par la façon dont ce service a été adoubé par les petits commerces comme par les commerces avec plusieurs grandes chaînes. Prochaine slide. Donc, c'est ce qui nous a permis un peu en termes de retour d'expérience de pouvoir avoir un certain succès au sein du secteur informel. J'ai voulu ici prendre l'exemple des pêcheurs de Mbour et de Dakar. Quand nous sommes arrivés au Sénégal, nous avons pris la direction de l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas restés à Dakar forcément, mais nous avons vu qu'à l'intérieur du pays, il y avait un fort besoin en inclusion financière. Donc, on a rencontré les pêcheurs de Mbour et de Dakar qui... voilà comment ça fonctionnait. Quand ils voulaient vendre leurs poissons dans une zone du sud du Sénégal qui s'appelle Kafountine, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient ces poissons-là vers les vendeuses des marchés. Mais comment est-ce qu'ils faisaient pour envoyer le poisson? Ils le mettaient soit dans des camions frigorifiques, soit dans des bateaux qui partaient jusqu'au sud du Sénégal. Et pour se faire payer, ils mettaient, les vendeuses de ces marchés-là mettaient l'argent qu'elles devaient aux pêcheurs de Mbour et de Dakar dans des ballots qui étaient remis dans des camions frigorifiques, qui étaient venus leur déposer le poisson ou qui étaient remis sur les bateaux et qui repartaient sur Dakar et Mbour, avec tous les risques que ça pouvait comporter. Donc, quand Wave les a rencontrés, l'objectif était de voir dans quelle mesure on pouvait arrêter de leur faire utiliser le cash et pouvoir utiliser les services financiers digitaux. Et donc, on leur a posé un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les SFD classiques pour pouvoir faire vos transactions? Ils nous ont expliqué que c'était des choses qui avaient déjà été faites, mais que
ça réduisait leur marge bénéficiaire de 70%. Ça, c'était le premier point, à cause des taux utilisés. Le deuxième point, c'était qu'avec la technologie USSD, il y avait une grosse difficulté pour eux de pouvoir le faire parce que c'était assez complexe d'utiliser cette technologie. Donc, c'est sur ces points-là que nous sommes allés pour proposer une solution qui allait avoir une expérience client plus facile et plus adaptée aux réalités du secteur informel. C'est comme ça qu'on a proposé la technologie QR. On a aussi essayé de faire de la sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre un peu comment ça fonctionne, pour les mettre en confiance avec des messages vocaux à travers notre application dans les différentes langues vernaculaires qui étaient utilisées au sein de cet écosystème. Et puis, on est venu avec la proposition de valeur d'avoir 0 francs au dépôt, 0 francs au retrait et 1% de frais de transfert en comparaison du 6 ou 7% que les concurrents ou que les services financiers digitaux des acteurs classiques utilisaient. Ça a été un franc succès, puisque aujourd'hui, on peut dire que la grande majorité de ces pêcheurs et marailleurs de Mbour et de Dakar utilisent nos services Wave et ne mettent plus l'argent, ne reçoivent plus leur argent dans des camions frigorifiques ou par bateau. Je peux aussi utiliser un autre retour d'expérience au niveau du Sénégal avec la Société de culture légumière qui est installée à l'intérieur du Sénégal, qui a plus de 7000 employés journaliers qui se faisaient payer par cash. Donc, il y avait un fourgon blindé qui partait de Dakar et qui faisait 3 ou 4 heures de route jusqu'à la zone de la Société de culture légumière et qui déposait plusieurs centaines de millions et qui le faisait une fois chaque mois. Et ces 7000 employés étaient payés sur une période d'au moins une semaine, puisqu'il y avait 7000 personnes. Il fallait que chacun de ces 7000 personnes fasse la queue pour recevoir son argent en espèces, qui étaient en général des petits montants. Donc, nous avons ouvert des comptes à ces 7000 personnes, des comptes Wave, et à partir de Dakar, ils reçoivent leur argent directement sur leur porte-monnaie mobile et ça leur permet de faire plusieurs autres transactions puisqu'il y a tout un écosystème de business, de paiement, de factures, de paiement de frais, de produits et services qui sont autour de notre application et qui permettent de ne pas forcément retirer son argent en cash, mais de plutôt l'utiliser et le garder dans l'écosystème. Alors, pour terminer, je voulais juste parler d'un petit retour d'expérience sur la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est un pays qui est beaucoup orienté sur l'agriculture et étant le premier pays producteur de cacao, on a quand même voulu s'intéresser aux producteurs de cacao et nous sommes donc rentrés dans le programme qui a été initié par Cargill, qui est une société américaine qui fait de l'exportation de cacao. Le programme s'appelle le Household Income Accelerator Program, qui a pour objectif et composante majeure le paiement de primes incitatives aux producteurs de cacao. Donc, nous avons été approchés par cette structure pour pouvoir faire de la sensibilisation sur les services financiers digitaux auprès de 1200 producteurs de cacao dans la zone de Guitry et de Gagnoa à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous leur avons ouvert des comptes Wave et au mois d'avril dernier, nous avons commencé à faire les premiers paiements de ces primes incitatives et la phase 2, normalement, devrait se faire au mois de juillet 2022 et donc ces personnes aujourd'hui ne gèrent plus de cash. Il y a une traçabilité qui est faite à travers les paiements et ça leur permet de pouvoir utiliser justement leur porte-monnaie mobile pour pouvoir s'offrir d'autres services et d'autres produits. Voilà en résumé ce que je pouvais dire sur le retour d'expérience en fait, de Wave et son impact sur l'inclusion financière. Je pourrais peut-être donner quelques chiffres au fur et à mesure que je répondrai aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane Yenea pour votre partage d'expérience. Donc, nous allons maintenant passer à la session de questions et réponses. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez toujours le faire directement dans le chat en précisant bien à quel panéliste vous vous adressez. Donc, je vais maintenant commencer par une première question qui nous a été posée pour Madame Berthe. Quels sont les risques majeurs pour les consommateurs de FinTech dans les pays où les FinTech sont avancés en
opérationnalisation. Okay. Merci, Anush. Donc, le BCAO a mis beaucoup de systèmes en place et des fois en gragne, mais c'est important ces systèmes, surtout pour la protection des consommateurs. On a un manque de familiarité, mais la compréhension des consommateurs à l'égard de nouvelles offres peuvent entraîner des risques comme la fraude ou la mauvaise conduite de la part des entités FinTech. Donc, je ne vais pas tout toucher parce qu'il y a plusieurs types de fraude qui peuvent arriver. Mais je vais juste donner quelques exemples. Par exemple, on commence de voir de plus en plus l'utilisation des algorithmes pour prendre des décisions relatives aux consommateurs. Donc, on ne voit pas beaucoup dans nos zones, par exemple, le crédit numérique, mais tous les exemples qu'on a vus en Afrique de l'Est, dès qu'on commence à voir ces systèmes plus automatisés, on peut avoir des risques qui donnent des résultats discriminatoires ou biaisés. Donc, le BCAO, la logique de voir le bac à sable pour tester ça, c'est d'être sûr qu'on enlève les résultats discriminatoires. Il y a un autre exemple, par exemple, de mauvaise compréhension par les utilisateurs de comment utiliser les interfaces. Souvent, les termes et les conditions sont écrits tout petits ou c'est un tome et on ne peut pas lire tout ça. On a beaucoup de gens qui ne sont pas alphabétisés, donc ils ne comprennent pas quand on clique sur oui, quels sont les types d'informations qu'ils partagent. Il y a aussi le risque que le FinTech peut faire faillite ou des problèmes technologiques et on ne peut pas accéder aux fonds. Donc, tout ça, ça donne les raisons et les logiques qu'il faut parler avec le BCAO. Et ils ont fait beaucoup de progrès, comme Mme Ndoye a mentionné. Donc, vous pouvez parler avec eux et on va dire voici les choses qu'il faut changer. Et ça nous donne tous un meilleur système de FinTech et des meilleures solutions pour les consommateurs. Merci beaucoup, Mme Berthe. J'ai maintenant une question pour Mme Ndoye. Des demandes reçues par le Bureau de connaissance des FinTech, la majeure partie tourne autour de quelles problématiques? Je vous remercie. Je pense que quand nous recevons la plupart des FinTech, la première demande, c'est la reconnaissance par le régulateur. Donc, ces FinTech disent ne pas avoir un statut aujourd'hui. Peut-être c'est un nouveau statut qu'ils cherchent, mais vous voyez des exemples de FinTech comme Wave aujourd'hui qui ont reçu l'agrément d'émission de monnaie électronique. Donc, certaines FinTech peuvent déjà avoir un statut avec le cadre réglementaire actuel. C'est vrai qu'il y a de nouvelles activités et pour lesquelles nous sommes en train sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et comme je l'ai dit tantôt, le cadre réglementaire qui est en cours de révision permettra de donner un statut aux FinTech, pas toutes, mais surtout celles qui évoluent au niveau des paiements. Merci beaucoup, Mme Ndoye. J'ai maintenant une question pour M. Vetter. Quel est le moyen de retrait de cash sur la carte et quel est le site le plus proche des temples? Ah oui, bonne question. Alors, c'est vrai qu'on parle de technologie de carte NFC. Quand on a lancé ces wallets sur ce type de support, il y avait une vraie question technologique derrière qui est de dire si on fait du 100% NFC, c'est-à-dire que tout notre réseau de distribution doit avoir un terminal NFC. Et quand vous avez entre 15 et 20 000 points, ça peut faire rapidement vite un investissement pour équiper tout un réseau de distribution. Ceci étant, aujourd'hui, avec l'évolution des smartphones, beaucoup de téléphones ont cette technologie-là d'intégrer. Donc, ce que l'on a fait, en fait, on a rendu possible l'usage de la carte, le cash-out, de deux moyens. Le premier, c'est en effet un agent qui a un terminal NFC, un smartphone avec de NFC, et donc on utilise cette technologie-là pour faire le retrait. Et puis d'autres agents qui n'ont pas forcément de terminaux NFC, et à ce moment-là, en fait,
on demande, dans le cadre de la lettrine du berger, on demande à l'éleveur son numéro de téléphone, le montant qu'il veut retirer, et c'est en fait l'agent qui initie la transaction. Il va recevoir un OTP par SMS pour qu'il puisse le donner à l'agent et valider la transaction. Donc, on a mis en place ces cartes-là pour mettre en place des porte-monnaies électroniques, et derrière, le cash-out, il se fait de deux manières, avec la techno NFC ou via finalement un retrait initié par l'agent. Après, sur le réseau de distribution, évidemment, c'est un point très important, et surtout quand on parle d'éleveurs, donc on est dans des zones très, très rurales. C'est souvent, en fait, quand vous mettez en place ces solutions-là, après l'offre et la demande, plus vous avez d'utilisateurs finaux qui utilisent votre solution, plus vous avez de demandes d'agents à devenir agent Weasel. Puisque derrière, il y a 1200 éleveurs sur une zone géographique qui font cette demande. Donc, au début, on met en place évidemment des maximums de points de distribution avec des partenaires. Et après, on est amené à faire évoluer ce réseau de distribution en fonction, en effet, de la localisation de la population, et essayer toujours d'être au plus proche des populations. Merci beaucoup, Sébastien Vetter. J'ai maintenant une question pour Stéphane Yéléa. Quel était l'état initial de la technologie USSD qui, selon vous, était difficile à utiliser? Quand je parle de difficulté d'utilisation de la technologie USSD, ce n'est pas tellement pour le citoyen lambda, c'est plus dépendamment du secteur dans lequel il est utilisé. Ici, on parle d'un secteur informel, donc on parle de personnes qui sont financièrement exclues. En général, dans ce secteur, il y a une sous-alphabétisation. Et du coup, quand il y a une sous-alphabétisation, la technologie USSD est plus compliquée à faire parce qu'il y a des codes à retenir, il y a tout un processus à suivre des étapes. Donc, il faut savoir peut-être lire, il faut savoir compter pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, c'est un peu plus difficile pour une personne d'utiliser cette technologie que de plutôt utiliser un code QR ou une carte QR qui sera juste scannée et pour qu'une transaction soit faite. Donc, c'est dans ce sens-là que je mentionnais que la technologie USSD était un peu plus difficile à utiliser dans ce secteur spécifique. Merci beaucoup pour cette précision. Et pour rebondir sur cette thématique, j'ai une question pour Madame Berthe. Quelles recommandations pour augmenter la potentialité des fintechs dans un environnement sous-alphabétisé? Merci. Donc, déjà, M. Yéné a donné quelques exemples, aussi M. Vetter, de cet apprentissage de comment toucher de plus en plus les zones plus diminuées. Donc, on sait bien qu'on n'est pas dans un monde de smartphone encore, mais on travaille toujours sur USSD. Donc, comme c'est compliqué et il y a beaucoup de choses à retenir, on voit des exemples qui étaient déjà mentionnés. Donc, déjà, les messages vocaux. Donc, on est tous en train de parler en français, mais quand on passe en dehors des capitales, voilà, on change de langage. Donc, il faut communiquer dans les langages locaux. Et ça assiste pour utiliser les messages vocaux, d'utiliser aussi les codes QR. Donc, c'est un apprentissage. Il n'y a pas tous les pays, surtout dans la sous-région, qui sont adaptés pour ça encore à cause du niveau d'infrastructure. Donc, c'est un peu difficile, mais c'est une bonne base de début. Vous avez entendu parler, Weasel et Wave, comment ils étaient obligés d'évoluer et bien écouter les besoins et les contraintes. Donc, on ne peut pas juste copier-coller chaque système. Il faut vraiment voir, OK, quelles sont les contraintes, comment s'adapter pour ces populations. Est-ce qu'on peut utiliser les agents pour mieux expliquer plusieurs étapes et on peut y arriver. Donc, on a vu les exemples au Sénégal qu'ils ont mentionnés. Mais le fait d'utiliser d'autres types de technologies pour rendre ça plus facile avec moins d'étapes et surtout de donner la possibilité aux femmes
de faire ça eux-mêmes et pas par l'utilisation d'un téléphone de quelqu'un d'autre, mais cette étape d'utiliser un code QR, par exemple, c'est une étape qu'une femme peut gérer sa transaction elle-même et ça lui donne plus de confiance pour la suite de faire plus de transactions. Merci beaucoup, Elisabeth Berthe. J'ai maintenant une question pour Madame Doy. Le régulateur tient-il compte de la protection des consommateurs au moment de l'octroi de l'agrément, spécifiquement sur la question de la prévention du surendettement? Merci pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs habilités à donner du crédit dans notre zone sont les banques et les institutions de microfinance. Et dans ce cadre, la réglementation, les deux réglementations, la loi bancaire et la loi sur la microfinance, ont des dispositions relatives à la protection des consommateurs. Donc aujourd'hui, dans tous les textes de la BCEAO, nous avons des dispositions relatives à la protection des consommateurs, mais également à la lutte contre le surendettement. Et vous pouvez voir que dans ce cadre-là, la Banque centrale a mis en place un bureau d'information et de crédit qui contribue à cette lutte contre le surendettement. Donc, le dispositif est mis en place et je pense qu'il est utilisé par les acteurs habilités. Je vois également qu'on assimile la plupart des fintechs et des établissements de monnaie électronique à des acteurs qui donnent du crédit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre zone. Les fintechs qui ont l'agrément d'émetteur de monnaie électronique ne donnent pas du crédit. Donc, Wave aujourd'hui a son agrément, mais Wave ne peut pas donner du crédit. Wave, par contre, peut faire un partenariat avec une banque pour permettre à ses clients d'avoir accès au crédit. Donc, je voulais juste faire cette clarification. Ce n'est pas encore possible dans notre zone pour des acteurs tels que Wave, les fintechs, les établissements émetteurs de monnaie électronique de faire du crédit. C'est une activité dédiée aux banques et aux institutions de microfinance, mais également aux autres tels que les établissements financiers de paiement. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour Monsieur Vetter. Donc, c'est deux questions, mais peut-être qu'on peut répondre ensemble. Quel travail avez-vous fait en amont pour permettre l'acceptation de ces cartes par les commerçants? Et est-ce que tous les acteurs de la chaîne de valeur ont accepté cette digitalisation, d'autant plus qu'il y a toujours des acteurs qui veulent faire du cash out? Alors, c'est une bonne question. En effet, quand on passe de tout cash à tout digital, ça ne se fait pas en un jour et ça ne se fait pas sans un accompagnement et des explications auprès des utilisateurs. Je crois que le point crucial est de rassurer la personne à l'utilisation d'une solution de paiement mobile. Quelle que soit la marque, c'est de dire à un moment donné, je te mets à disposition une application mobile ou une carte NFC, voilà comment ça marche, voilà ce que tu peux faire avec, voilà les points de distribution à proximité de l'endroit où tu te situes, et de dire, voilà, essaye, fais une première transaction. Et en effet, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la laiterie du berger ou même des GIE de femmes au Burkina Faso, c'est les premiers transferts, les gens retirent tout de suite. Il n'y a pas encore cette confiance dans la solution et on ne voit une évolution, ça se fait entre 3 et 6 mois. C'est même pas sur les 3 premiers mois. C'est-à-dire, au début, les gens se disent qu'est-ce que c'est, pourquoi on me fait ça? Et c'est petit à petit, en fait, avec le temps de leur expliquer, de leur dire que c'est sûr, que c'est plus sûr que, en tout cas, d'avoir du cash sur soi, que ça fonctionne, qu'ils peuvent aller le faire à tel endroit ou à tel autre, que c'est assez universel. Et à ce moment-là, les gens acceptent à 100% le produit. Ils l'acceptent au début parce que dans le cadre de nos solutions, c'est la laiterie du berger qui paye l'éleveur de cette manière-là. Donc, quelque part, on le force un petit peu à accepter. Mais s'il y avait une vraie révolution des éleveurs et de dire non, on ne prend pas, vous pensez bien que l'industriel aurait dit stop, on ne digitalise pas. Donc après, c'est aussi notre travail d'accompagner les utilisateurs finaux pour encore une fois, c'est de l'information et de la formation aux outils digitaux. Et c'est vraiment de les rassurer sur l'usage et de rassurer que le fait de laisser 5 000 francs sur une carte ou sur une application mobile, c'est plus sûr que d'avoir 5 000 francs en cash sur soi
et surtout qu'on peut le retirer à tout moment dans n'importe quel endroit. Donc voilà. Et après, de dire c'est une application mobile ou une carte, tous nos agents, quels qu'ils soient, acceptent de facto, en tout cas, on leur donne la possibilité d'accepter d'un point de vue technologique les deux supports. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. J'ai une question pour Monsieur Stéphane Yenea. Donc, c'est deux questions, mais pareil, on peut y répondre en même temps, je pense. Donc, y a-t-il des limites d'utilisation des applications dans les zones rurales à bas niveau d'instruction? Et l'utilisation du QR code nécessite l'utilisation de smartphones. Donc, comment vous faites en fait pour toucher des communautés rurales où l'accès à ces téléphones est difficile? Oui, effectivement, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Tout à l'heure, je mentionnais que notre application, justement, a le code QR, mais il y a aussi la distribution de cartes QR gratuites qui est faite à tous ces clients ou ces utilisateurs qui n'ont pas de smartphone. Donc, ils peuvent quand même utiliser la technologie QR avec la carte. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on règle un problème en termes d'utilisation de smartphone ou non. Pour ce qui est de la première question, il faut dire que nous sommes une fintech, mais nous ne sommes pas nous sommes obligés de pouvoir nous appuyer sur un certain nombre d'infrastructures telco pour pouvoir opérer, puisque nous ne sommes pas filiales d'une compagnie telco. Donc, c'est seulement dans les zones rurales où est-ce qu'il y a déjà des infrastructures de télécommunications qui permettent d'avoir, par exemple, des connexions Internet, etc., que nous pouvons opérer. Donc, c'est aussi une occasion pour moi de pouvoir parler de justement cette synergie qu'on doit avoir avec les opérateurs telco de façon à ce que le plus ils puissent avoir une couverture et un maillage de tout le territoire national, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, le plus nous serons capables de pouvoir offrir des services, surtout dans les zones rurales et périurbaines, et permettre justement à ces personnes-là qui sont plus concentrées dans ces zones-là et qui sont financièrement exclues de pouvoir les inclure dans l'écosystème. Merci beaucoup. Donc, on va procéder à un dernier tour de questions pour chaque panéliste avant de terminer ce webinaire. Donc, j'ai une dernière question pour Madame Berthe. Les fintechs doivent-elles prévoir des formations pour les utilisateurs clients donc pour faciliter leur adhésion à ces systèmes? Donc, avant de sortir avec un nouveau produit, il faut toujours faire les tests terrain. Donc, on sait bien que certaines de vos cibles vont avoir besoin de plus d'aide que d'autres cibles. Donc, dans les tests, il faut poser des questions. Quel est le meilleur format? Quel est le meilleur canal pour informer ces gens d'utiliser votre nouveau outil? Donc, ça peut être par les émissions radio, ça peut être via des agents. Donc, tout ça, c'est un coût, et ça intègre des frais et il faut voir comment vous mettre ça dans votre modèle d'affaires. Donc, toujours quand on est en train de développer un produit, il faut rendre ça le plus simple que possible. Donc, comme Wave vient de mentionner, donc comme la plupart des gens n'ont pas des téléphones, des smartphones, le fait d'avoir une carte, ça c'est simple à utiliser. Comme il faut expliquer, pour recevoir la carte, la personne doit venir à un agent pour recevoir la carte. Donc, il y a une partie un peu de la formation pour enregistrer, pour avoir cette carte. Donc, toujours, voilà, c'est les trucs basiques. Faire vos tests de terrain pour mieux comprendre quels sont les meilleurs canaux pour vous, pour utiliser soit des agents, soit des images ou des messages vocaux pour apprendre à utiliser. Et on voit dans les zones urbaines, ça marche bien où les gens ont des smartphones de faire des vidéos. Et des fois, les familles peuvent passer des vidéos par WhatsApp, mais encore une fois, il faut travailler avec le minimum qu'on n'a pas des smartphones. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme étape pour arriver pour faire les formations via d'autres canaux? Merci. Merci beaucoup, Madame Berthe. J'ai une question pour Madame Doyle. Donc, deux questions, peut-être qu'on peut y répondre en même temps. Donc, la BCEAO envisage-t-elle d'impliquer les autres superviseurs, donc microfinance, assurance, télécom, etc. Et également, comment on fait pour ajouter sa fintech au répertoire de fintech? Donc, si on souhaite, est-ce qu'il y a un contact?
Vous êtes en mute. OK. Je dis le contact a été partagé tout à l'heure. Nous allons le refaire. C'est courrier.z.bcsf@bcao.int. Je vais l'écrire tout à l'heure et vous pouvez juste envoyer un message et nous vous transmettrons le questionnaire à remplir pour vous intégrer dans la base de données de la Banque centrale. Je n'ai pas bien entendu la première question. Je pense qu'il y a une autre question. Oui, pardon. La première question était la BCEAO envisage-t-elle d'impliquer d'autres superviseurs, acteurs comme des acteurs de la microfinance, de l'assurance, des télécoms, etc. Je pense que tout ça existe déjà. Nous avons un dispositif qui est mis en place pour la supervision des activités, que ce soit des activités bancaires. Nous avons la commission bancaire qui fait cette supervision. Pour le secteur de la microfinance, nous avons les structures ministérielles au niveau du ministère des Finances pour certaines institutions de microfinance et également la commission bancaire pour les institutions de microfinance de grande taille. Pour les établissements de monnaie électronique, c'est également la commission bancaire qui fait la surveillance et nous avons au siège la direction des systèmes qui fait la surveillance des activités. Et pour le secteur de l'assurance, il y a un surveillant de ce secteur qui existe, la CIMA, qui suit ce secteur. Pour le secteur du marché financier, nous avons le CREPMF. Donc, il y a tout un dispositif qui est mis en place. La Banque centrale est impliquée, mais dans le cadre des activités FinTech, vous pouvez toujours nous envoyer vos projets. Nous allons échanger avec vous et voir si ce sont des projets innovants qui pourraient contribuer à l'inclusion, l'éducation et la stabilité financière. Et plus tard, quand le sandbox sera mis en place, je profite pour répondre à la question sur le sandbox. Nous n'avons pas laissé tomber le sandbox. Il sera mis en place, mais pour le moment, nous sommes en train d'écouter le marché. Nous avons mis un dispositif pour avoir cet échange avec le marché, mieux comprendre les produits, mieux comprendre leurs préoccupations pour pouvoir élaborer une meilleure réglementation qui va répondre aux besoins du marché. Donc, le sandbox viendra compléter ce dispositif et permettra aux porteurs de projets de venir les tester au sein de la Banque centrale. Donc, voilà la réponse que je voulais apporter et je pense que j'en ai profité pour répondre à d'autres qui sont sur le chat. Aujourd'hui, je pense que nous parlons des FinTech. Nous avons des questions qui portent sur l'inclusion financière. C'est tout un programme que nous avons en œuvre au sein de la Banque centrale avec plusieurs actions. Là, quand FinDev sera prête pour échanger sur ce sujet, nous serons disposés à venir partager avec vous toutes les initiatives en cours. Tout à l'heure, on m'a titillé sur le projet d'interopérabilité. Il est en cours. Nous pensons qu'il sera déployé cette année. La plateforme sera déployée cette année. Nous sommes en train de faire des activités pour l'éducation financière des consommateurs. L'identifiant unique, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons un projet et nous sommes au niveau de l'étude de faisabilité pour voir comment mettre en place un identifiant unique des usagers des services financiers. Nous connaissons bien les problématiques et pour nous, il est important qu'on puisse identifier tous ces utilisateurs et permettre même à ceux qui peut-être aujourd'hui n'ont pas leur pièce d'identité formelle d'intégrer ce système financier. Bien sûr, ces travaux sont faits en collaboration avec les États parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, nous avons des groupes au niveau de chaque pays, des comités nationaux de suivi de la mise en œuvre de cette stratégie. Je m'en arrête là, mais nous sommes disponibles s'il y a un jour un webinaire sur cette question, nous viendrons partager avec vous ce que nous faisons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, deux questions pour nos deux autres panélistes pour terminer. Donc, une question pour M. Vetter. Comment les nanocrédits digitaux peuvent accélérer l'inclusion financière des femmes? Alors, juste, je reprends aussi ce qu'a dit Mme Hendoy tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est crédit épargne, les fintech doivent s'appuyer sur des sociétés, donc des IMF ou des banques qui sont habilitées à proposer ces produits-là. Nous, opérateurs, nous, fintech, finalement, on n'est qu'un outil de distribution des produits. Et en effet, à travers une application mobile, demain, de pouvoir enrôler et attribuer un petit crédit à nos clients,
on va gagner du temps, on va toucher un maximum de personnes. Donc, c'est les tendances actuelles et c'est ce qu'on… En tout cas, on essaie de mettre en place les partenariats pour qu'on puisse lancer, nous, ces produits-là, je l'espère, d'ici la fin de l'année dans les pays où nous sommes présents. Mais voilà, c'est un travail avec des partenaires, avec des banques et des IMF qui sont moins des fintechs, donc ça va un peu moins vite parfois, mais c'est des sujets très, très importants avec voilà, beaucoup de travaux à faire en amont. Derrière, pourquoi ça a développé l'inclusion financière? Je pense qu'aujourd'hui, et notamment on parle des femmes dans la question, mais demain, si une marchande de légumes, une marchande de poissons, une marchande de tissus qui a son commerce, qui est ce qu'on appelle dans le réseau informel, donc qui n'a pas accès aux services bancaires traditionnels, si demain elle peut avoir un crédit sur une semaine ou sur un mois et qui va lui permettre peut-être d'acheter 30% de produits en plus, il y a de fortes chances qu'elle réalise 30% de ventes en plus. Et donc, c'est tous ces outils-là qui vont permettre aux populations on va développer l'économie en proposant ces nanocrédits et je l'espère, à 100% de la population, quel que soit le niveau, quelle que soit leur activité, pour pouvoir avoir, encore une fois, développer leur business. Et donc, on parle, c'est vrai, beaucoup de nanocrédits auprès des femmes. Et on pense souvent, en tout cas, moi, je fais le lien avec les femmes commerçantes pour qu'elles puissent avoir accès, en effet, à acheter plus de produits et pouvoir mieux vendre. Et voilà. Merci beaucoup. Et une dernière question donc, pour Monsieur Yenea. Comment gérez-vous la liquidité des agents en zone reculée, surtout s'il y a des pics de retrait? Oui, effectivement, j'ai vu la question et en fait, j'ai répondu en DM à la personne qui l'a posée. Donc, je vais juste répéter ce que j'ai eu à lui écrire. En fait, au niveau de Wave, nous avons un système hiérarchisé d'agents. Donc, nous avons ce qu'on appelle les Premium Master Agents. On a aussi les Master Agents et on a les agents normaux. Donc, les Premium Master Agents sont un peu comme des points relais dans les différentes régions du pays pour alimenter le réseau en cash. En général, ce sont des opérateurs économiques qui sont très liquides en cash et qui permettent aux petits distributeurs de Wave de pouvoir se réapprovisionner et faire ce qu'on appelle du rebalancing. Donc, ils sont un peu disséminés à travers le pays avec qui on a signé des contrats et qui, en fait, touchent des commissions sur le rebalancing qu'ils font au niveau de nos agents. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de pouvoir acheminer et disséminer le cash et ne pas être en stress de trésorerie au niveau de nos points relais à travers le pays. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Donc, notre webinaire est maintenant terminé. Donc, un grand merci à nos 4 intervenants pour cet échange passionnant et merci à nos participants pour toutes vos questions dans le chat. Je vous invite maintenant à vous rendre sur Portail FinDev donc pour retrouver des articles de blog, des offres d'emploi, des événements et des publications sur la microfinance et la finance inclusive. Et si c'est la thématique de la FinTech qui vous intéresse en particulier, vous pouvez vous rendre sur notre page thématique dédiée et vous abonner à notre bulletin d'information bimensuel. Donc, vous recevrez directement par email l'enregistrement ainsi que la présentation de ce webinaire d'ici 48 heures. Et nous vous invitons également à répondre à un bref questionnaire qui apparaîtra sur votre écran pour nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. Donc, un grand merci encore à nos panélistes et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un autre webinaire.